Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'Olivier. Olivier, c'est le monsieur qui est ici. Olivier, il est responsable d'îlot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'usine du Puy-en-Velay. Alors, l'usine du Puy-en-Velay, c'est une usine qui fabrique des pneus de génie civil. Les pneus de génie civil, c'est des pneus qui vont sur des engins de génie civil. C'est des beaux bébés. Ça ne va pas sur les 2 chevaux. Et responsable d'îlot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon. Responsable d'îlot, l'usine, elle est divisée en plusieurs ateliers. Un atelier de préparation, un atelier d'assemblage, un atelier de cuisson. Et chaque atelier est divisé en aussi plusieurs îlots pour avoir des tailles humaines. C'est-à-dire qu'Olivier, il a sous sa responsabilité une 40aine de personnes. Voilà. Et donc, dans un îlot, on a des opérateurs, une 40aine d'opérateurs, tout le management qui tourne autour, et aussi tout un certain nombre de supports. Supports sur l'environnement et prévention, sur les questions de personnel, les questions de qualité, de maintenance, etc. Et finalement, tout au long de mon intervention, on va se poser la question, mais pour qui c'est le plus difficile de changer? Est-ce que c'est pour les opérateurs? Est-ce que c'est pour les managers? Est-ce que c'est pour les supports? Finalement, pour qui c'est difficile de changer? Parce qu'on va parler, la démarche qu'on a chez Michelin, c'est vraiment de l'innovation managériale. C'est de l'innovation managériale. C'est du changement en profondeur, c'est du changement culturel. Et pour arriver à ce changement, forcément, c'est chacun qui doit changer. Alors, je vais reprendre un tout petit peu l'histoire qu'a racontée Béatrice tout à l'heure. Dès le début des années 2000, finalement, chez Michelin, on a commencé à supprimer ce qu'on appelait les chefs d'équipe. Le chef d'équipe, le poste de chef d'équipe, c'était le chef d'une 30aine de personnes aussi, qui tournait en 3-8 avec les opérateurs. Et on l'a remplacé par un responsable d'îlot qui avait aussi toujours une 30aine d'opérateurs, une 40aine d'opérateurs, mais lui, il fonctionne en journée, alors que les opérateurs, eux, sont en 3-8. Donc, c'était pour de plus ou moins bonnes raisons à l'époque. Il y avait des questions de gain de productivité sur la structure, mais finalement, on a créé, à l'époque, un premier espace de liberté, puisque, en fait, les opérateurs, ils n'avaient leur chef, quand ils étaient de nuit, ils ne le voyaient pas. Quand ils étaient en fin d'après-midi, ils ne le voyaient plus non plus. Donc ils ne le voyaient qu'une partie de la journée. Et puis on a créé aussi à cette époque les premiers rôles de correspondants. Alors des correspondants, il y a un correspondant qui s'occupe de la sécurité. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est que sur son temps de production, il prend quelques minutes dans la journée pour diffuser la culture sécurité. Ou un correspondant qui s'occupe de la qualité, qui diffuse la culture qualité, qui s'occupe des productions qui sont en attente de conformité, par exemple. Et puis, on va avoir un correspondant qui va s'occuper du flux, gérer entre l'amont, l'aval. Est-ce que le flux se passe bien de la bonne façon? Et avant, c'était des techniciens, c'était des managers qui faisaient ce rôle-là, et aujourd'hui, ce sont des opérateurs. Mais on s'est vite... alors, certains opérateurs se sont révélés, puisque, comme le disait Stanislas tout à l'heure, il y en a qui sont adjoints au maire dans leur commune, ils savent très bien gérer ce genre de choses. Et du coup, à l'intérieur de l'usine, ils ont commencé à se révéler. Et on a vite vu que, finalement, on avait un potentiel qui était encore largement inexploité. D'où l'idée de créer ce qu'on a appelé chez Michelin le management autonome de la performance et du progrès. Management autonome de la performance et du progrès. On arrive en 2013. Et 2013, effectivement, donc on lance ces 38 démonstrateurs dans 9 pays, 17 usines. Et là, c'est le terrain qui invente. C'est le terrain qui invente. Et pourquoi je vous parle d'Olivier? Parce que finalement, Olivier, lui, il a levé la main, il a dit « Moi, je suis volontaire pour y aller ». Alors, comment il s'y est pris? Eh bien, il a réuni son équipe, ses équipiers. C'était un jour, ils avaient décidé de ne pas produire. Et ils se réunissaient entre eux. Et quelques années auparavant, il aurait sûrement posé la question « Ben voilà, j'ai réfléchi pour vous et je pense que je peux vous confier encore telle tâche et telle autre tâche. » Mais il ne s'y est pas pris du tout de cette façon-là. Il a inversé la logique. Il a dit « Si je veux vraiment... On est en management autonome de la performance et du progrès.
Donc c'est vous qui pilotez la performance et c'est vous qui pilotez le progrès. Pour que vous puissiez piloter la performance et le progrès, qu'est-ce que vous avez besoin que je vous délègue? Il s'est mis au service de ses équipiers, et pas l'inverse. Donc il a quitté son rôle de hiérarchique à l'ancienne. Et puis, donc, les opérateurs, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu peux nous déléguer, chef? C'est bien gentil, mais c'est quoi ton travail? Ah, c'est quoi ton travail, chef? Ben oui. Comment on va faire? Alors, c'est simple. Je vous propose la chose suivante. Il n'avait pas réfléchi à ça, il ne s'attendait pas à cette question-là. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous faire vivre ma journée de travail. Donc il a pris 1, 2, 3 opérateurs qui l'ont suivi pendant 2 jours, avec juste un stylo, un carnet, à noter leurs interrogations. Ah tiens, on ne savait pas que tu faisais ça, on ne savait pas que tu avais des comptes à rendre à un tel, on ne savait pas que tu avais la pression sur tel indicateur, etc., etc. Ils ont joué à vie ma vie. Et finalement, de ce vie ma vie, il a recommencé une fois, puis une deuxième fois. Puis quand il avait fait passer avec lui suffisamment d'opérateurs, ils ont commencé à en faire une synthèse. Ils ont relevé 17 points. 17 points de choses qui finalement n'avaient jamais été traitées. Jamais. Le premier point qu'ils ont mis en évidence, c'est le suivant. C'est un opérateur qui dit, moi ça fait... on voit que tu fais l'équipement, tu répartis les gens sur les équipes. Et puis c'est toi qui gères les congés. Mais moi j'ai un souci, c'est que ça fait 35 ans que je tourne en 3-8, les horaires, matin, après-midi, nuit, matin, après-midi, nuit. Et physiquement, je commence à être vraiment fatigué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est un bon sujet. Donc il ne s'agit pas d'enlever toute contrainte et de dire faites ce que vous voulez. Lui, Olivier, il a réfléchi à ces contraintes. Il a dit, finalement, moi j'ai besoin que dans chaque équipe, j'ai 2 contraintes. J'ai besoin d'avoir des effectifs répartis équitablement sur les 3 équipes, matin, après-midi, nuit, et puis que les compétences, elles aussi, soient réparties équitablement. Et puis pour le reste, organisez-vous. Pour rappeler le mot, carte blanche. Il avait carte blanche il leur avait laissé carte blanche pour s'organiser. Et aujourd'hui, finalement, 4 ans après, sur les 40 opérateurs de l'îlot, il n'y en a plus que 8 qui tournent en 3-8. Les 32 autres, 80%, ils se sont arrangés. Soit ils tournent matin, après-midi, soit après-midi, nuit, en fonction de leur affinité. Et finalement, on en parlait ce matin avec Gilles, la question du conflit de génération. Eh bien, dans Stylo, ils ne sont pas en conflit de génération. Il y a une solidarité entre les générations, parce que les plus anciens, la nuit, ils ont du mal à le faire, mais les plus jeunes le prennent pour eux. Par contre, les plus jeunes, ils ont d'autres choses à apprendre, ils ont des choses à apprendre aux anciens, et les anciens ont des choses à apprendre aux jeunes. Et c'est vraiment frappant quand on va les voir, quand ils parlent, il n'y a pas de conflit de génération. Il n'y a pas de conflit de génération. Voilà, donc il a pris ce point-là, donc il leur a confié la gestion du présentéisme et des congés. Et voilà. Mais pour donner la gestion des congés, il faut plusieurs choses. Il faut que ceux qui s'en occupent, ils aient la connaissance de la polyvalence à l'intérieur de l'équipe. Il faut qu'ils connaissent bien tout le monde. Il faut aussi qu'ils aient de la visibilité sur le plan de production. On commence à donner de la transparence, davantage de transparence sur finalement quelle est la production qui est prévue la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 3 mois. Et la transparence de l'information, elle est clé aussi. Et puis, ces différents points, une fois qu'il a traité ce premier point, il a attaqué un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et finalement, Olivier, au fur et à mesure du temps, il a investi beaucoup de temps sur le terrain, mais il a gagné du temps. Il a gagné du temps parce que la marche courante, il s'en occupe de moins en moins, ce sont les opérateurs qui le font, et lui, il s'occupe des opérateurs. Il y a un îlot à côté de chez Olivier où ils ont écrit, leur slogan, c'est « Le chef s'occupe de nous, nous on s'occupe du reste ». Voilà, je pense que ça résume bien l'état d'esprit qu'on commence à rechercher. Et donc, Olivier, finalement, maintenant, il passe la moitié de son temps sur le terrain. La moitié de son temps sur le terrain, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc lui, Olivier, il vit mieux. Et puis ses opérateurs le vivent mieux aussi. Et ce temps sur le terrain, finalement, c'est quoi? C'est du temps de proximité avec les opérateurs, comme la raison pour laquelle on a choisi ce métier de manager, d'être à côté des gens. Et puis, aussi chercher les irritants de demain.
Et puis bien sûr, faire monter en compétence les opérateurs sur les nouvelles missions qu'ils réclamaient, qu'ils avaient besoin d'exercer. Voilà. Et puis à un moment donné, et c'est là où on va rencontrer une deuxième population dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que les opérateurs, il y a certains qui ont commencé à dire, mais vous savez, chef, tu sais, l'ordonnancement. Alors l'ordonnancement, qu'est-ce que c'est? C'est la façon de dire que telle machine va produire tel pneu en telle quantité à telle période. L'ordonnancement qu'on reçoit du planning, il n'est pas toujours très bien fait, on s'en plaint beaucoup. Et peut-être que nous, on saurait le faire mieux que ce que fait le planning. Ah, très bien. On va aller voir le planning. Donc ils sont allés voir le planning, mais voilà, dans le cadre de notre expérimentation, on voudrait essayer de faire l'ordonnancement par nous-mêmes. Et alors là, ils ont été bien reçus. Halte là, c'est notre expertise, c'est nous qui savons, et vous avez besoin d'informations que vous n'avez pas, vous allez à la hauteur de vue, etc. etc. Ils se sont heurtés à ce mur-là. Alors là, Olivier, il a été habile, il a feinté. Il a dit, oui, très bien, tu as raison, effectivement, c'est ton métier. Par contre, moi j'aimerais que mon opérateur, il gagne en culture d'ordonnancement. Est-ce qu'il peut aussi venir pendant 2 jours chez toi, jouer à Vie ma vie, et que tu lui expliques ton métier? Ah ben, voilà, très bien. Sois le bienvenu. Et donc, le technicien du planning, il a pris pendant 2 jours l'opérateur. Et à la fin des 2 jours, c'est lui qui disait, mais finalement, il connaît bien mieux que moi les contraintes de l'atelier. Et oui. Donc, par ces 2 jours de Vie ma vie, l'opérateur a su gagner la confiance de l'ordonnanceur. Voilà, il faut arriver à faire parler les gens tous les uns avec les autres. Il y a un autre rôle qui est important dans un îlot, c'est l'organisateur industriel. L'organisateur industriel, c'est celui qui met à jour la question de savoir combien de temps il faut pour fabriquer quel pneu. C'est clé parce qu'on change beaucoup on fabrique une grande diversité de pneus et tous les pneus ne mettent pas le même temps à être fabriqués. Et du coup, c'est ce standard à maintenir, c'est compliqué. Dans un certain nombre de cas, les relations sont difficiles entre l'organisateur et les opérateurs. Eh bien, Olivier, il a invité l'organisateur au tout début de sa formation à venir apprendre à faire des pneus pendant 1 semaine au milieu des opérateurs. Voilà. Et après, depuis, ça fait 4 ans qu'ils travaillent ensemble, les relations sont excellentes. Parce que l'organisateur fait partie de l'équipe. Et au début, effectivement, les opérateurs lui disaient, mais ils se moquaient un peu de l'organisateur qui venait apprendre. Et puis dès le 2e jour, il disait, mais fais plutôt comme ça, fais plutôt. C'est un métier très manuel. Donc ils commençaient à montrer leur truc. Donc ça y est, il était adopté par l'équipe. Voilà. Et finalement, quand on a fait le bilan au bout d'1 an de démonstrateur, comme racontait Béatrice, effectivement, on a eu des sourires. Et puis on a eu de la performance, et puis on a eu de la fierté. Mais là, on a aussi touché une limite. Et en fait, dans tous les îlots, on s'est dit, mais finalement, expérimenter pendant 1 an dans un îlot, c'est bien, mais la limite qu'on touche, c'est qu'on a des îlots en amont, en aval, on a des supports, on a une hiérarchie, on a une direction. Finalement, la bonne taille pour tester le modèle encore plus loin, c'est l'usine. Et donc, il faut tester l'usine. Et donc, à partir de 2014, on lance chez Michelin 6 sites pilotes, dont le site du Puy d'Olivier, ça tombe bien. Et là, c'est l'ensemble de l'usine qui va prolonger l'expérience. Alors, une des premières expériences qui est tentée, par exemple, c'est sur l'usine, il y a un budget pour la rénovation des locaux sociaux du site. 200 000 € sur l'année de budget. Eh bien, finalement, l'usine a décidé que ce budget il allait être géré intégralement par une équipe d'opérateurs volontaires. Ils ont lancé un appel à volontariat. Qui veut travailler sur ce groupe-là? Et puis, ils ont obtenu une dizaine de volontaires qui sont organisés, qui ont fait le tour de tous les locaux sociaux de l'usine, fait l'état des lieux, donné un ordre de priorité. Ils sont allés voir le bureau d'études, combien ça coûte de refaire ci, combien ça coûte de refaire ça. Ils ont fait des choix. Forcément, les choix ils sont bien mieux acceptés
par l'ensemble des opérateurs que si c'était un choix qui était tombé de la direction et qui n'avait pas à discuter. Là, c'était des gens qui vivaient dans les locaux sociaux qui faisaient ce choix-là. Et puis qui ont fait réaliser, qui ont utilisé le bureau d'études, puis il y a eu les relations avec les entrepreneurs. Puis même dans un certain cas, ils se sont mis eux-mêmes, mais finalement on pourrait venir le samedi matin, parce que ce local-là, il y a juste à le repeindre et on peut le faire nous-mêmes, ça coûtera beaucoup moins cher. Voilà. Donc on a des expériences de ce type-là. On a d'autres expériences où on va remettre en cause des outils, par exemple. Donc tous les outils Michelin Manufacturing Way. Par exemple, il y a une réunion mensuelle. La réunion mensuelle, c'est la réunion de progrès. Eh bien, il y a un collègue d'Olivier qui a dit, mais finalement, moi, je vais la préparer, cette réunion, complètement différemment. Alors, comment ça se passe? Il réunit quelques opérateurs autour de lui. Il leur parle pendant 5 minutes de généralité sur l'usine, un peu de communication descendante, voilà, quel est le contexte, les marchés, les clients, etc. Et puis après, il sort de la pièce. Et il leur dit, maintenant, c'est vous qui allez préparer les sujets de la réunion de progrès. Et il les laisse pendant une demi-heure. Et après, au bout de la demi-heure, il revient, et ce sont les opérateurs qui disent, ben voilà, on a vu tel indicateur, là ça c'est vert, ça c'est rouge, il faut qu'on travaille sur ce sujet-là, et puis il faudrait aussi qu'on travaille sur ce sujet-là. Finalement, c'est les opérateurs qui ont préparé la réunion. Voilà. Alors il a tenté ça, il y a 2-3 mois, il va voir comment ça se passe, peut-être que ça ne marchera pas, puis peut-être que ça marchera. Il accepte de se laisser surprendre. Un autre exemple, là c'est Olivier, il travaille en assemblage, et puis l'atelier derrière, c'est la cuisson. Il y a toujours des problèmes de flou très compliqués entre l'assemblage et la cuisson, avec beaucoup de dimensions, beaucoup de croisements. Et il y avait un tas d'experts qui se sont penchés sur le sujet. Il y a des experts qui avaient sorti un tableau Excel à 300 colonnes pour arriver à gérer le flux. Enfin, 300 colonnes. Donc ça ne marchait pas en fait. Personne n'arrivait à utiliser le système. Et là, il a dit à 2 opérateurs, ben, je vous détache pendant 15 jours, tous les 2, et vous regardez ce qu'on peut faire sur ce sujet. Quand on interroge les opérateurs, après, ils disent « Mais comment vous l'avez vécu ?» Et alors là, ils disent « Ouais, on avait la pression. On avait la pression. On était 15 jours sortis de notre machine, de notre environnement. On avait la pression. Il fallait qu'on obtienne un résultat. » Et alors, la première préconisation qu'ils ont faite, c'est la suivante. Ils ont dit chez nos collègues de la cuisson, finalement, il faudrait qu'ils aient notre numéro de téléphone sur leur feuille de production, parce que on arriverait à régler tout un tas de problèmes. Un système expert qui gère tous les cas, finalement, nous, on sait les gérer aussi tous les cas. Il suffit juste de téléphoner. Alors, ils n'ont pas proposé que ça. Mais ils ont proposé ça, c'était vraiment leur première grosse proposition, qui a résolu 80% du problème. Voilà. Vous imaginez aussi, à la place d'Olivier, il détache 2 personnes pendant 15 jours, ça coûte. Et à la fin, ils arrivent avec une proposition comme ça, il faut mettre un numéro de téléphone. Il faut être solide quand même, il faut arriver à le défendre, cette proposition. C'est pas simple. Voilà. Et puis au niveau de l'usine, on parle d'innovation managériale, ça s'accompagne. Alors il y a une personne qui est à plein temps, qui accompagne les managers qui les suit, qui leur fait un effet miroir sur comment ils se comportent, qui organise des réunions toutes les semaines, 1 heure par semaine sur un thème, avec presque rien au départ, mais juste un sujet pour que les managers discutent entre eux sur leur pratique. Le thème aujourd'hui, ça peut être comment je fais confiance, ou comment je délègue, ou comment je montre mon niveau d'exigence. Voilà. Et les managers ont besoin de parler, parce que quand on est manager, finalement, on est un peu seul face à ces problèmes. Donc d'avoir quelqu'un qui puisse te renvoyer un effet miroir, ça c'est très profitable. Et puis on accompagne aussi tout le reste de l'usine. Et alors là, l'usine a créé un programme de formation qui s'appelle OSER. Comment ça se passe, OSER? On fait appel à des volontaires. Pour dire qui veut suivre ce programme de formation. On cherche une dizaine de volontaires. Alors il y a des opérateurs, il y a des techniciens, il y a des managers. On fait attention qu'il n'y ait pas de relation hiérarchique directe entre les 10 participants. Mais ils sont 10 participants. Et ils vont se réunir 5 fois une journée, à 3 semaines d'écart à chaque fois. Une journée, 3 semaines, une journée.
Et on va les former sur les questions de relations interpersonnelles, les questions de connaissance de soi. Et puis des jeux très ludiques sur le fait d'oser finalement. Mais pourquoi on n'oserait pas? Et le directeur de l'usine, il voit chacun de ces groupes-là, et il leur dit, maintenant je vous donne un défi. Vous allez réaliser un défi. Et le premier défi qu'il a donné, c'est, tous autant que vous êtes, je cherche à organiser la journée de visite des familles de l'usine. Je trouve qu'il a choisi un thème vraiment intéressant parce que ça ne demande pas forcément de compétences techniques particulières, ça demande de travailler en équipe, et puis surtout, ça joue sur la fierté d'appartenance à son usine. Je montre mon usine, c'est mon usine à moi, et j'invite ma famille pour venir la voir. Et donc ça y est, ils ont organisé leur journée des familles. Voilà, il y a eu le thème suivant, c'était comment faire grandir la culture sécurité dans l'usine. Voilà. Comment on fait? Comment on fait, non pas quand on est technicien, qu'on a fait des hautes études, mais comment on fait quand on le vit tous les jours sur le terrain. Voilà. Et puis, l'usine aussi organise énormément de communication sur le sujet. Pas forcément des grands-messes dans des grands amphithéâtres, mais une petite feuille de chou toutes les semaines qui s'appelle les petits pas du management du MAPP, du management autonome de la performance et du progrès. Alors, ça peut être des réussites, mais ça peut être juste des expériences qui sont tentées, qui réussiront pas, mais on en fait de la publicité. Voilà, pour donner envie à tout le monde. Voilà, alors j'aurais pu, je vous ai parlé d'Olivier et de l'usine du Puy, mais j'aurais pu vous parler tout aussi bien, voilà, de Wilfried qui est dans une usine en Allemagne, ou de Andrzej qui est dans une usine en Pologne, parce que les expériences qu'on a sur l'usine du Puy-en-Velay, effectivement, on les a aussi dans d'autres usines. Mais plutôt que de parler pour eux, on a une petite vidéo, et c'est eux-mêmes qui vont parler. Ah, il faut du son. Und so schnell wie möglich. En parlant de MAP, autonome, c'était quelque chose d'invraisemblable pour nous de la production. Nous donner des responsabilités, on n'y croyait pas. Suite à différents workshops et des réunions où j'ai participé moi-même, on a réussi à défendre un petit peu notre cause et montrer un peu qu'on a du savoir-faire dans les ateliers chez nous. Ça nous permet d'avoir plus de disponibilité, plus de responsabilité, la qualité, la sécurité, la production. On réagit à temps zéro, on n'a plus besoin de passer par les coups de téléphone. Bisher haben wir, wenn wir Probleme hatten, immer den Chef mit einbezogen. Jetzt versuchen wir diese Probleme im Team zu lösen. MAP macht halt, dass ich auch in viele Sachen selber einwirken kann und auch die Sachen ändern kann, die ich vorher gar nicht dran gedacht habe. L'équipe a développé un tableau de progrès. Le tableau heure par heure a été pas très bien ressenti par l'équipe, qui était plus sous contrainte qu'un outil de progrès. Wir waren mit unserer Qualität nicht zufrieden, deswegen haben wir nach Reflexion unser Tableau de Progrès entwickelt, um dazu beizutragen, dass wir die Qualität in den Griff kriegen. Und zwar die Mission, alle Fehler zu entdecken beim Eingang der Karkassen. Le tableau de progrès, c'est un outil qui permet de nous améliorer par rapport aux différents critères, la qualité d'abord et la productivité ensuite. Fabryka w Olsztynie w roku 2020 będzie fabryką autonomiczną. Dzięki temu będziemy lepiej realizować nasze cele i osiągać lepsze wyniki. Jedynie stereotypy i brak chęci zmian. Aby autonomia mogła w pełni funkcjonować, musimy zmienić swoje podejście, uwierzyć w własne możliwości i nabrać odwagi w tym, co robimy. Musimy uwierzyć, że to się uda i musimy podjąć ryzyko.
Powinienem jeszcze bardziej zaufać zespołowi, dać im większą swobodę, ewentualnie pomóc im w realizacji ich pomysłów. Oczywiście jest snowboardem, dlatego że w snowboardzie mamy pewne ograniczenia, na przykład związane nóżki na desce, to nam zapewnia bezpieczeństwo i tak samo właśnie w autonomii. Nie mamy pewnego luzu, mamy pewne ograniczenia w bezpieczeństwie, a już na stoku, tak jak w snowboardzie, mamy pełen luz. Jedziemy takim stylem, jaki chcemy i jedziemy komfortowo do mety. Dla mnie autonomia to kolor błękitny, kolor morza, nieba, czyli spełnienia pragnień, latania, żeglowania, ale i też dużej odpowiedzialności, żeby nie lecieć w stronę słońca i nie stracić skrzydeł. Voilà, c'est quelques témoignages où vous pouvez voir qu'on y parle de lâcher prise, on y parle de remettre en cause, on y parle de prendre des risques, d'expérimenter. Et puis le dernier témoignage, on y parle de rêve aussi finalement. Couleur bleue. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? On est qu'au tout début du chemin. Plus on avance, plus on voit qu'on est qu'au tout début du chemin. Et finalement, on est très, très humble. L'humilité. Il y a forcément l'humilité des opérateurs qui acceptent de changer leur façon de faire. Il y a l'humilité des services support qui acceptent de donner une part de leur savoir, de leur information. Il y a l'humilité du manager qui se remet en cause et qui lâche une partie de son ego. Et puis l'humilité de l'entreprise finalement. C'est une démarche qu'on met en haut de l'affiche et pourtant il n'y a pas de plan de déploiement, il n'y a pas de date butée, il n'y a pas de référentiel, on n'a pas l'habitude de ça. Et finalement c'est peut-être aussi la meilleure chance de succès de la démarche, de s'obliger à avoir quelqu'un en face qui dit « je suis volontaire et je veux avancer sur le sujet ». Voilà. Et finalement, voilà, j'ai avancé. La question du début, je vous la repose finalement, pour qui c'est le plus difficile de changer? Je vous remercie beaucoup.